Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Mon invité aujourd'hui est Julien Uytendal, député bruxellois du Parti socialiste. Bonjour, bienvenue. Vous pouvez imaginer, ça vous faire 7 ans d'études et puis ne pas pouvoir exercer son métier par la suite? Non, je comprends très bien l'exaspération des étudiants en médecine aujourd'hui. Ils ont étudié pendant 6, 7 ans, voire encore plus. Et aujourd'hui, on leur annonce qu'un étudiant sur 2 ne pourra pas exercer la profession pour laquelle ils ont étudié pendant tant d'années. Donc la situation aujourd'hui est inacceptable. Il faut absolument trouver une solution d'urgence pour les étudiants de cette année et de l'année prochaine et trouver une solution structurelle pour la suite. Moi, je suis assez troublé quand on me dit qu'il y a trop de numéros INAMI en circulation, alors qu'aujourd'hui, il y a clairement des pénuries de médecins dans certaines régions du pays. On pense évidemment au Luxembourg, à Namur et au Hainaut, mais aussi à Bruxelles, dans certains quartiers défavorisés, clairement, il y a un manque de médecins. Donc aujourd'hui, il faut clairement faire un cadastre du nombre de médecins sur tout le territoire bruxellois et belge de manière générale, et ensuite réaliser évidemment une nouvelle organisation de la distribution de ces numéros. C'est quand même assez absurde aujourd'hui qu'on aille chercher des médecins d'Europe de l'Est pour venir travailler ici, alors qu'on a un étudiant sur 2 qui ne pourra pas exercer. Parce qu'eux ont le droit d'exercer et que les étudiants qui sont chez nous n'ont pas le droit d'exercer. C'est un héritage, ça, qui date de plusieurs années. Le Parti socialiste a été longtemps dans la majorité au fédéral. Loret Onkelings a été ministre de la Santé. On n'a jamais trouvé de solution à ce problème. C'est en effet une solution complexe parce que ce n'est pas évident. Il y a des organisations de médecins qui défendent une position, il y a des étudiants qui en défendent une autre, et les doyens de faculté qui défendent encore une autre position. Et donc évidemment, le contexte de négociation n'est pas évident, mais je pense que le Parti socialiste a tenté de trouver une solution, notamment en augmentant le nombre d'attestations délivrées. Loret Onkelings a également tenté de supprimer le numerus clausus pour les spécialisations pour lesquelles il y a une pénurie. Ça n'a aucun sens de limiter le nombre de médecins lorsque ce type de médecin est aujourd'hui en pénurie en Belgique. Alors, on va continuer à parler de l'ULB, parce que vous êtes encore étudiant à l'ULB. Il y a eu un combat et qui se poursuit encore et qui a duré quasi toute la semaine avec des étudiants du campus qui se sont attachés aux arbres pour éviter le démarrage d'un chantier immobilier. Vous faisiez partie de ces étudiants? Non, je ne faisais pas partie de ces étudiants, puisque voilà, là maintenant, je suis quand même beaucoup au Parlement, donc j'essaie évidemment d'aller au cours à côté. Mais je les ai rencontrés, donc ils sont venus au Parlement bruxellois, j'ai pu les rencontrer, je les rencontrerai encore dans quelques semaines pour voir où on en est. Et je comprends leur désarroi. On est face à une crise du logement étudiant à Bruxelles et dans un campus universitaire, on va créer du logement moyen supérieur, voire du logement de standing. C'est un peu un pied de nez qu'on fait aux étudiants bruxellois. De nouveau, la situation n'est pas simple, puisque voilà, on a un propriétaire qui a le droit de construire là où il veut construire. Maintenant, je pense qu'il faut négocier un accord avec le promoteur pour trouver une solution. Je m'inquiète d'abord du logement étudiant, mais je m'inquiète aussi de la biodiversité. Le campus de la Plaine est un campus où il y a plein d'animaux, c'est un campus très vert. Donc on va détruire 150 arbres. Exactement, on va détruire 150 arbres, on va construire des logements là où il y avait de la verdure, et là où il y a un parking, on va détruire le parking pour créer un parc. Je trouve que la situation n'est pas très logique. Et c'est le Conseil d'État qui finira probablement par trancher. Donc on attend évidemment la décision du Conseil d'État sur cette décision, sur ce permis. Alors parlons de vous, Julien Uytendal, vous êtes très jeune, vous avez 23 ans je crois, et vous êtes le plus jeune député bruxellois, donc fraîchement élu, et c'est aussi votre premier métier parlementaire, puisque vous êtes encore étudiant en droit. Alors comment ça se passe l'installation pour vous sur le siège 89, je crois, c'est ce que j'ai lu. Exactement. Mais donc, bon, je suis diplômé de droit, hein, donc j'ai mon master en droit, je fais un master complémentaire en sciences économiques et en droit en même temps. Mais pourquoi un jeune ne peut pas aller au Parlement? Pourquoi une partie de la population ne peut pas être représentée au Parlement? Je crois que toutes les strates de la population doivent être représentées dans un hémicycle démocratique, et je trouve ça tout à fait normal que des jeunes exercent aussi une activité de parlementaire, et je suis très heureux et très honoré de pouvoir représenter les jeunes. Maintenant, de manière plus globale, je ne vais pas me limiter à défendre les jeunes bruxellois. Il y a des défis partout dans Bruxelles, et je vais évidemment travailler sur plein de sujets tout à fait différents. Alors, aux élections régionales, vous avez eu tout de suite une place très enviable sur la liste, puisque vous étiez 3e suppléant. Donc c'est, comme je le dis, une place enviable. Est-ce que c'est dû à votre nom, donc Julien Uytendal, fils de Marc Uytendal, beau-fils de Loret Onkelings? J'ai commencé très tôt à bouger en politique. Depuis que je suis tout petit, en effet, j'ai été éduqué politiquement. J'ai appris beaucoup de choses de mon père, de ma belle-mère, de ma mère.
Mais voilà, j'ai commencé à 16 ans mon combat politique, à un moment où le PS n'allait pas bien. C'était au moment des affaires à Charleroi. J'étais fort blessé du résumé un peu facile qu'on faisait de mon parti. Mon parti, c'était un parti de malfrats, alors que oui, c'était ces quelques personnes devaient être sanctionnées, elles ont été sanctionnées. Mais à côté de ça, il y a des gens qui se lèvent tous les jours pour défendre nos valeurs. Et j'étais fort attristé de voir justement ce résumé qu'on faisait. Et donc je me suis engagé à 16 ans dans des sections locales. J'ai beaucoup travaillé sur des dossiers de fond déjà à l'époque. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis présenté aux élections régionales, donc en 2009, et j'étais 68e sur la liste. Donc on ne m'a pas parachuté là directement à une place éligible. J'ai été 68e, j'étais en réto au lycée Émile Jacquemin, et je devais combiner mes examens avec ma campagne électorale. Et puis ensuite, j'ai été candidat au communal à Woluwe-Saint-Lambert. Idem, j'étais une place non éligible. Donc il faut pas croire qu'on m'a parachuté comme ça du jour au lendemain à une place éligible. Et ensuite, la stratégie du Parti socialiste, et je la comprends, c'est justement de mettre en avant des jeunes. J'étais pas le seul jeune qui était bien positionné, on était plusieurs, et je suis pas le seul jeune qui compose le groupe de parlementaires PS au Parlement bruxellois. Et voilà, on a besoin d'un turnover en politique, et le PS l'a bien compris, et je suis très fier que mon parti ait pris cette décision. Et quelles sont vos ambitions futures en politique ? Faire mes preuves. Là, j'ai 5 ans pour faire mes preuves. On me jugera sur mes actes. Donc maintenant, c'est à moi de bosser, c'est à moi de montrer que je peux apporter quelque chose au débat public. Et puis ensuite, l'électeur décidera. Alors, pour un baptême du feu, c'était sans doute plus simple de se retrouver au Parlement bruxellois avec un Parti socialiste qui est dans la majorité. À la Chambre, évidemment, ce n'est plus le cas maintenant. Le Parti socialiste est dans l'opposition. Et le parti mène une opposition très très dure vis-à-vis du gouvernement Michel. Le Parti socialiste a du mal à se retrouver dans l'opposition ? Non, je crois qu'elle n'a pas du mal. Je crois que son opposition est très justifiée et tout à fait légitime. Les propos qui ont été tenus par certains membres du gouvernement sont profondément choquants. Il faut le rappeler, la Belgique est un des pays fondateurs du Conseil de l'Europe, un des premiers pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un des pays fondateurs de l'Union européenne, un des premiers pays à avoir signé le pacte international sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels. C'est tout à fait inacceptable que des membres du gouvernement tiennent ce type de propos. Et alors, on a eu un enchaînement de casseroles pendant ces dernières semaines. Et c'est tout à fait normal, je trouve, que le plus grand parti de l'opposition s'insurge contre ces propos et demande des explications à la Chambre. Par ailleurs, il faut rappeler qu'on était dans le cadre d'un débat sur la confiance qu'on accorde ou non au gouvernement fédéral et à chacun de ses membres. Il était tout à fait normal qu'on reçoive des explications. Malheureusement, la réponse qu'on a reçue, c'était que ce sont des foutaises francophones, de la part de Bardo Ever, et on a reçu des pseudo-excuses de Theo Franken, parce que des excuses conditionnelles, selon moi, ce n'est pas des excuses. Quand on dit « je suis désolé si j'ai choqué », non. Monsieur Franken aurait dû dire juste « je suis désolé, j'ai fait une bêtise et je le regrette ». Maintenant, heureusement, ça s'est un peu calmé. Les médias relayent peut-être moins ce type d'informations. Il y a eu énormément de débats sur le fond, sur toutes les mesures qui voilà, seront justement, prises. sur les mesures d'austérité, le climat social qui est dégradé. Le Parti socialiste n'est-il pas responsable de ce climat social dégradé ? On a l'impression qu'il s'est fort rapproché de la FGTB et que peut-être même il pilote un petit peu la FGTB. Je ne pense pas. La FGTB, c'est la FGTB, le PS, c'est le PS. On a évidemment des valeurs communes et c'est normal qu'on soit choqué par les mesures qui sont aujourd'hui annoncées par le gouvernement fédéral. Mais on aboutit là carrément à un blocage des négociations, un blocage des discussions avec des syndicats qui refusent de se mettre autour de la table avec la NVA. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une réinterprétation de la concertation sociale. On le remarque avec le patron de la SNCB, on le remarque avec le gouvernement fédéral aujourd'hui. On est en train d'oublier ce que c'est la concertation sociale. La concertation sociale, c'est pas un service après-vente. C'est pas on annonce la décision et les travailleurs, ils ont qu'à se soumettre, ils ont qu'à accepter la décision. La concertation sociale, ça doit se faire en amont et pas en aval. La concertation sociale crée la décision. C'est pas juste une annonce disant voilà, on va prendre telle mesure, telle mesure, telle mesure et vous avez qu'à vous soumettre. Non, la concertation sociale crée les décisions. Est-ce que refuser maintenant, de la part d'un syndicat, de discuter, c'est une solution ? Parce que jusqu'où vont-ils pouvoir aller ? Combien de temps vont-ils pouvoir tenir ? Je crois qu'à partir du moment où le gouvernement fédéral comprendra ce que c'est que véritablement la concertation sociale, les syndicats reviendront sur leur position. Mais aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncer toutes ces mesures sans réellement se concerter avec les syndicats et puis ensuite ils disent « Ah mais on a une main, on vous offre notre main pour discuter ». C'est un peu grossier je trouve de venir après coup en disant « Mais on est prêt à discuter maintenant que toutes les décisions sont prises ». Le gouvernement Michel, vous le voyez tenir pendant 5 ans ? J'espère pas.
Honnêtement, j'espère pas. Je me demande vraiment comment vont se dérouler ces 5 ans, parce que ça commence fort. Hein. Mais si le gouvernement ne tient pas, le Parti socialiste sera tenu pour responsable? Pourquoi il serait tenu pour responsable? C'est ça l'interprétation de beaucoup de... Non, je crois que le seul responsable aujourd'hui, c'est le gouvernement fédéral. C'est ce gouvernement qui décide finalement de sanctionner les plus fragiles, parce que finalement, les mesures contre les personnes les plus nantis, moi je les cherche encore. Peut-être que dans la réforme fiscale, il y aura peut-être un peu de courage. Je crains que non, malheureusement. Mais toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui sont tout à fait antisociales, et je comprends tout à fait l'exaspération des gens. Et c'est dans tous les secteurs. On parle des cheminots, on parle de la poste, on parle des enseignants. Ça va vraiment dans tous les sens. Maintenant, le secteur culturel aussi. Donc aujourd'hui, des secteurs tout à fait différents sont en train de se lever face à ces mesures. Et le Parti socialiste n'est pas le marionnettiste qui se trouve derrière chacun de ces secteurs. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que le communautaire s'invitera malgré tout, même s'il est mis au frigo, à la table, dès que ce sera possible pour chaque sujet? Le communautaire n'est pas au frigo. Regardez les mesures par rapport à la culture à Bruxelles. On le sait très bien, la NVA n'aime pas la culture. C'est une mesure communautaire Mais c'est clairement une mesure communautaire. La NVA a dit qu'on n'allait pas parler d'institutionnel, mais le communautaire et l'institutionnel, c'est différent. Et lorsqu'on touche à la culture à Bruxelles, lorsqu'on touche à un des uniques liens avec la solidarité interpersonnelle qu'il y a entre les deux communautés, entre la communauté néerlandophone et la communauté francophone en Belgique, on touche au communautaire. Et puis dans 5 ans, quand on aura vidé tout ça, la NVA fera le constat qu'il n'y a plus grand-chose à faire au niveau fédéral et qu'il faut tout régionaliser. Alors, à propos de la défense des francophones, aujourd'hui, dans le journal Le Soir, le Benoît Ludgen, président du CDH, accorde un entretien. Et donc, il appelle aux francophones à se remettre autour de la table, ce qui n'est plus arrivé depuis longtemps. Est-ce encore possible? On a l'impression que le climat est tellement dégradé dans le Parti socialiste et le MR. Est-ce que c'est possible de les remettre autour de la table? Je crois qu'on est dans une société démocratique. Le MR est un parti démocratique et donc on se doit de discuter avec lui, mais on doit garder une position ferme par rapport à nos valeurs, et sur ça on ne bougera pas. Alors encore un petit mot pour ce que vous allez faire prochainement en tant que parlementaire, même si ce n'est pas une mission officielle, vous allez bientôt partir en Israël. Pour quelles raisons donc je pars dans quelques heures en Israël et en Palestine avec une délégation de députés de tous les parlements, donc Parlement flamand, Parlement wallon, Parlement fédéral, Parlement bruxellois et Parlement européen. Et donc là-bas, on va essayer de rencontrer des députés de la Knesset, du Parlement israélien, du Parlement palestinien. On va rencontrer énormément d'associations, d'acteurs de terrain. On va aller dans les colonies et on va essayer de comprendre ce conflit et essayer d'avoir une discussion enrichissante tant pour les populations sur place que pour nous. Ok, donc ce sera une première expérience aussi à l'étranger pour le nouvel élu que vous êtes, le nouveau parlementaire. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Et c'est la fin de cette interview. Lundi, vous retrouverez Fabrice Grosfilet à la présentation de l'interview. Et puis ce soir, le 18h, présenté par Marine Hubert. Passez une très belle après-midi.